Pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Edo qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui en cette mi-fin février à peu près. On va évoquer un petit peu, bien évidemment, les premières courses de la saison qui ont eu lieu, mais on va aussi profiter de cette période un petit peu creuse, entre guillemets, en grands événements, avant les premières grandes courses par étapes qui arrivent avec début mars, Paris-Nice et Tirreno Adriatico. On va profiter de ce moment pour faire un podcast un petit peu spécial débat. On va aujourd'hui s'axer sur l'état du World Tour, comment est le World Tour et quelles seront les possibles évolutions, puisqu'on sait qu'il y a pas mal d'infos, d'éléments qui font, notamment de la part de l'UCI, qu'il devrait y avoir des évolutions à venir d'ici 2026, puisque les licences UCI sont actuellement de 2024 à 2026, donc il y aura probablement en tout cas des évolutions. On va voir tout ça, un petit peu les différents éléments et aussi les avis de nos trois chroniqueurs du jour. Je vais vous les présenter. On commence par Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. On est aussi avec Alex. Salut Alex. Salut à tous. Et on termine notre équipe avec Titouan. Salut Titouan. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et bien voilà, vous avez le programme. Attention au départ à Chasse Patate. C'est parti. Alors avant de rentrer dans notre débat sur le World Tour, un petit mot, comme je l'ai dit en introduction, sur les courses que l'on a eues depuis ce début de saison. Il s'est passé pas mal de choses et c'est quand même toujours intéressant de revenir sur ce qui s'est passé. Ça ne compte pas pour du beurre, évidemment. Messieurs, déjà, sur ces courses, il y en a eu pas mal. Hein. La saison sur route s'est lancée depuis un peu plus d'un mois. C'était en Australie avec le Tour Down Under. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement Titouan, tiens, pour commencer, qu'est-ce qui t'a marqué en particulier, deux éléments que tu retiendrais de ce début de saison? Déjà, tout d'abord, je retiens qu'on n'a pas eu des courses parmi les plus palpitantes. Le Tour Down Under, c'était pas la plus passionnante. Même Tour d'Algarve, on en a connu des plus fous. Alors voilà, je passe toutes les courses, mais je vais pas faire le détail, mais c'était pas les courses les plus plaisantes forcément à regarder. Par contre, ce que j'en tiens positif, c'est quand même qu'on a eu un beau début de saison pour les équipes françaises. Je pense notamment à Decathlon AG2R qui fait de belles perfs un peu partout, que ce soit en Australie, en Espagne. On a vu un beau numéro de tronchon sur la course, la classique Jaén. Et puis Cosnefroy qui gagne le Tour des Alpes-Maritimes. Alors qu'il cherchait à gagner, donc c'est positif. Et aussi, et surtout même, le très bon début de saison de Groupama FDJ qui a déjà 3 victoires, alors que ces dernières saisons, il devait attendre un peu plus longtemps dans l'année, il devait attendre le printemps, voire l'été pour avoir autant de succès. Et surtout, ils ont une victoire en World Tour et pas des moindres, avec la bien belle victoire de Pity sur la Cadel Evans classique. Oui, le nom de la course est un peu trop loin. Cadel Evans Great Ocean Road Race. Bon, t'as le temps de la dire que la course est déjà finie. Hein. T'as le temps de faire le podcast. Mais ouais, non, enfin, il a sorti un sprint de Maboul sur cette course et ça annonce quelque chose de beau pour lui, je pense, cette année. Oui, puis avant ça, il a fait un solide Tour Down Under aussi. Hein. Ouais, il a fait sortir de belles perfs sur les arrivées en côte, notamment. Alors, et sur les sprints, donc la Groupama, ils tiennent une bonne petite pépite. Puis il y a aussi la victoire de Martinez récemment. Sur la classique VAR, ouais. Au Mont-Faron. Très très belle victoire, un peu maligne, on va dire. Je crois que d'autres vont en parler. Mais oui, après c'est vrai que c'est sûr que pour Groupama FDJ, Decathlon G2R, la saison commence bien. Des nouveaux vélos, peut-être qu'aussi ça joue quelque chose. Bon, c'est toujours compliqué d'estimer vraiment le rôle précis. Mais après, Titon, il y a juste un point qui m'a fait légèrement tiquer quand tu disais qu'on n'a pas eu les courses des plus animées. Mais il y avait, il y a eu quand même quelques courses que j'ai bien aimées dans l'animation et tout, mais peut-être un peu le côté où j'aime bien suivre un peu les petits coureurs, petits outsiders et de voir des jolis numéros en échappée comme on a pu avoir sur le Tour de la communauté de Valence
avec le doublé des Bardiani. Et le dernier jour, Will Barta qui gagne. Après, il fait tout le final pas très loin devant le peloton, il arrive à gagner. Ou même à Bessage, la victoire de Samuel Leroux. Bon, enfin, vraiment, la victoire de Samuel Leroux et sa réaction après l'arrivée, pour moi, c'est déjà un des moments de l'année. Le voir en pleurs et dire enfin, enfin, enfin. Ça, c'est le vélo. Et il y a un côté où la saison dernière, j'avais l'impression que c'était compliqué pour les échappés. Là, j'étais content de voir des échappés, des baroudeurs arriver à avoir leur chance et faire des jolis numéros comme ça, quoi. Oui, c'est clair que pour le coup, j'avoue que la Communauté de Valence, c'est la seule course que j'ai pas vue cette saison. Donc, ouais, j'ai vu de loin les Boggio Bardiani. Puis même, les échappés ont été, comme je suis dit, bien servis sur cette course. Et même si elles ne sont pas allées au bout, on a eu de beaux numéros. Je pense à Mif Sud aussi, le week-end dernier, là, qui a fait un gros numéro sur le Tour des Alpes-Maritimes à domicile. On y croyait presque un peu tous. Enfin, pas vraiment, mais il y avait de l'espoir, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est la chose positive du début de saison pour l'animation. Alex, de ton côté, qu'est-ce que tu retiendrais de ces premières courses de la saison? Les premières courses de la saison, en plus, c'est toujours un peu sympa. C'est parce que tu viens de ressortir d'une saison, tu as eu genre 2-3 mois de break. Tu reviens avec des espoirs incroyables que ça va être une belle saison. Et puis là, tu as le Tour Down Under. Bon, il n'y a pas énormément de gros favoris encore. Personne n'a fait sa rentrée. Donc l'espoir commence à monter. Tu as les courses françaises où les équipes françaises performent bien. Donc l'espoir continue de monter. Et puis à Paris-Nice, tu as encore Jumbo, UAE qui font 1, 2, 3, 4, 5. Et tout d'un coup, tu là. Ah, voilà mon cyclisme. Ça, c'est sûr que là, cyclisme qui me Vingegaard, manquait. Pogacar n'ont pas repris encore. Donc forcément. Donc c'est là où tu es encore plein d'espoir. Donc c'est toujours un moment sympa, en tout cas pour moi. C'est surtout les mois, donc fin janvier, février, voire jusqu'à début mars, où tu as encore l'espoir que ce soit une saison d'outsider avant que direct Paris-Nice, voire à l'Omloop déjà, ça, tu te prends un coup de massue. Mais on a eu des moments sympas quand même. La classique VAR notamment, avec la victoire de Lenny Martinez, alors que Tobias Johansen avait commencé à célébrer. Alors que certes, il avait passé le sommet, mais il n'avait pas encore passé la ligne. Avec le juron de Steve Chenel, qui d'ores et déjà est un gros candidat au moment what the fuck de l'année. Oui, bah oui. Enfin, si Chanel qui dit un juron, si c'est un moment what the fuck de l'année, on en a un par mois, hein, voire tous les 15 jours. Non, mais c'est plutôt l'enchaînement avec ce qui s'est passé pour Johansen, quoi. C'est l'enchaînement dans les 20 secondes où tu dis putain, Johansen il a gagné, c'est une belle victoire, il a été le plus fort, et tout d'un coup il lève les bras. Tu vois Lenny Martinez qui déboule, tu vois Steve Chenel qui commence à jurer alors que Lenny Martinez passe et lève le poing. L'enchaînement des événements dans ces 15-20 secondes était incroyable. Et, je pense qu'on n'est pas prêt de le revoir, et je pense surtout qu'on était tous un peu bouche bée devant ce qui s'était passé. Bah, c'est sûr que, alors, je crois que c'était sur la première étape, je sais plus quelle étape du Tour de la Communauté de Valence où on avait eu un coureur de Bora qui avait levé les bras 2 tours trop tôt, même pas un tour trop tôt, 2 tours trop tôt. Là, Johansen, il a déjà battu pour le moment what the fuck. Hein. Après, Herzog, il avait l'excuse de c'est un jeune coureur. Johansen, ça fait quelques années qu'il est pro, bon. Oui, bon. Bon, il y a d'autres coureurs plus expérimentés qui s'est arrivé sur Liège-Bastogne-Liège ou Milan-San Remo, donc. Ah bon? Aussi, oui. Mais oui, après. Johansen, vraiment pas de chance parce que derrière. Ah ouais, le week-end, vraiment. Il a cru gagner la classique VAR, il l'a pas gagné. Il finit deuxième, et derrière sur le Tour de Alpes-Maritimes, je sais pas quoi, il abandonne sur chute. Et je sais pas quel était le diagnostic, mais il semble être salement amoché sur cette chute. Il s'est fait la clavicule, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça va le mettre de côté pour un bon moment, sachant que c'est le leader de l'équipe Uno X dans les reliefs et qui montrait un bon niveau en ce début de saison. C'est sûr que ça va faire un coup dur pour l'équipe norvégienne, quoi. Après, derrière, en termes de un peu plus joyeux, on a surtout l'éclosion de plein de petits jeunes, notamment du côté du UAE. On avait Isaac Del Toro sur le Tour Down Under, qui a gagné une étape, sa première victoire pro après seulement 3 jours passés en pro, qui je crois est quasiment un record.
Et on a eu droit aussi à la démonstration Finn Fisher-Black qui gagne la Muscat Classic et qui fait un tour d'Oman assez incroyable. Il gagne à peu près de la même manière dont il avait gagné la Muscat Classic en partant au kilomètre sur la deuxième étape, où il bat Luc Lamperti qui joue énormément de malchance parce derrière lui, Lamperti, il a été battu par son poisson pilote Paul Magnier sur ce même tour. Je crois qu'il en est à sa deuxième place de suite. Deuxième ou troisième place. Ça fait 4 podiums pour Luc Lamperti. Voilà, parce qu'il avait déjà fini deuxième la Muscat Classic, et derrière, il s'est pris exactement le même coup par Finn Fisher-Black sur le Tour of Oman. Et derrière, il fait encore une fois deuxième ou troisième, et il avait déjà fait deuxième ou troisième derrière son coéquipier. Il avait fait troisième sur la Trofeo Cessalines remportée par Paul Magnier au début de saison. Paul Magnier, d'ailleurs, premier Français vainqueur cette saison, et aussi premier Français double vainqueur cette saison. Il a déjà gagné à 2 reprises pour sa première saison pro. Il fait aussi partie de tous ces petits jeunes qui performent très fort d'entrée, hein, comme tu en évoquais, Alex. Ouais, donc du coup, plein de petits jeunes qui gagnent. On peut ajouter Lenny Martinez à cette liste qui gagne la Classic Vars, tant qu'à faire. Olaf Koy sur la Classica d'Almeria. Bon, il est un peu moins jeune, Koy, mais ça rentre à peu près dans le même... Il a le même âge que moi, je crois, donc on va dire qu'il est jeune. Ok, ça passe. Geoffrey, qu'est-ce que tu aurais ajouté, toi, parmi tout ce qui a été dit sur les éléments marquants un peu dans ce début de saison sur route? Moi, après le week-end dernier, c'est la fin de saison sur le cyclocross, donc pas encore dans un mood complètement début de saison. Je serai un peu plus avec l'Omloop et Kuurne ce week-end. T'es un peu comme Alpecin qui décide de changer son maillot mi-février. Début de saison, c'est l'Omloop et Kuurne. Ouais, début de saison, c'est l'Omloop. Avant, c'est de l'entraînement. C'est pas des critériums, mais pas loin, quoi. Le vrai cyclisme, il commence avec l'Omloop quand tu auras les premiers pavés. Le vrai cyclisme, c'est sur des pavés, de toute façon. Là, il y a des courses qui sont annulées parce qu'il y a des fermiers qui sont pas contents à côté. T'as des mecs qui pensent qu'ils ont gagné, se ont oublié de regarder où est-ce qu'il y avait la ligne d'arrivée. Voilà, quoi. On n'y est pas encore. La saison est encore en rodage. Bon, il faut aussi de l'original un peu, voilà. Mais on va y arriver assez. Ouais, du coup, c'est là que je vois que par rapport à certains, j'ai pas du tout la même vision du vélo parce que quand Alex dit que voilà, quoi, on vient de passer 2-3 mois sans vélo, mais moi, j'ai tellement pas eu de coupure avec le cyclocross et la piste pendant tout l'automne et l'hiver. Ah oui, forcément, voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, j'attends l'Omloop sans trop qu'il y ait de manque ou quoi que ce soit sur les autres courses. Oui, parce que t'as le cyclocross qui te fait la transition, et puis... Le cyclocross, c'est la piste, s'occupe bien. Ah oui, c'est sûr. Donc, ce que tu retiens, toi, de ce début d'année, c'est plus le cyclocross, la piste, que la route. Ouais, quitte à retenir des trucs des dernières semaines, c'est qu'en vitesse par équipe, les favoris peuvent toujours se planter quand ils sont pas attendus, avec l'équipe d'Allemagne côté féminin qui a fait n'importe quoi dans leur qualification dans la Coupe des Nations à Adélaïde, et c'est que en cyclocross, très belle fin de saison de Michael Van Torenhout qui a eu des difficultés plus tôt dans l'année. Et le très beau titre de Mathieu Van Der Poel qui n'a pas du tout eu envie de laisser du suspense. Hein. On n'avait même pas fini le premier tour, 5 minutes 30, il met une accélération, c'est plié. Bon. Il a fait une Van Der Poel. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis on peut aussi retenir quoi, sur piste que la vitesse par équipe, ça va être compliqué pour la qualif au JO, du côté de l'équipe de France. C'était déjà compliqué, ça reste compliqué, mais c'est pas injouable. Il reste 2 manches qualificatives dans les semaines qui arrivent. Bon voilà, ça permet de parler un peu de en route. On aura moins l'occasion sur le reste de la saison, forcément. Hein, quand il n'y a plus de cyclocross, un peu moins de pistes, forcément, Geoffrey, t'as un peu moins à nous dire de ça, quoi. Mais tout le reste de l'année, quand il y a de la route, je peux plus parler de cyclocross, mais j'ai Mathieu Van Der Poel, je peux plus parler de piste, mais j'ai l'Otto Kopecky, donc bon, je suis pas à plaindre non plus. Ça va. Ça devrait aller. Bon voilà, pour ce petit débrief rapide de ce qui s'est passé sur ce début de saison. On a vu ça pêle-mêle, on rentre pas trop forcément dans le détail, puisque tous les coureurs n'ont pas encore repris leur saison, et on n'est pas sur des courses vraiment à objectif pour certains. Il faudra voir d'ici ces prochaines semaines. On va passer à présent au débat dont j'avais parlé en introduction. C'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast en particulier à ce moment-là de l'année. Période un peu creuse avec le World Tour qui est
débuté au début de la saison avec le Tour Down Under en Australie, et qui reprend là justement cette semaine avec l'UAE Tour. Déjà pour poser un peu un état des lieux avant de se pencher sur l'avenir, le futur du World Tour, comment vous trouvez le World Tour aujourd'hui? Dans quel état il est, selon vous, en 2024? Moi, je pense que le problème du World Tour, c'est que c'est devenu un statut et plus un enjeu particulier. Il n'y a pas de classement individuel, par exemple. C'est juste paumé au milieu du classement UCI. Le classement UCI, même les coureurs n'en font pas particulièrement un enjeu. C'est un enjeu, on va dire, les grandes courses sont un enjeu en elles-mêmes, mais c'est un peu trop limité à quelques équipes. Et les petites équipes se battent pour rester dedans ou pour y monter. Ouais, tu veux dire que Plus que le seul enjeu qu'il y a par rapport au classement, c'est en bas du classement? bah, bas du classement, il a un intérêt à être suivi. Le haut, Tu regrettes un peu la Coupe du Monde? non, parce que ça avait créé le biais de vraiment trop distinguer les spécialistes des classiques et les spécialistes des courses par étapes. Alors que, enfin, je veux dire, à l'époque de la Coupe du Monde, ce que faisait Pogacar, par exemple, être sur le Tour de France et sur le Tour des Flandres, à jouer la gagne dans les deux, c'est quelque chose qui était même pas envisageable. Mhm. Mais c'est plus sur le classement UCI qu'une usine à gaz comme pas possible, à donner des points à tout le monde dans tous les sens. Euh, Quitte à s'inspirer d'un ancien classement, un truc un peu à la mode super prestige tel qu'était, bon, alors avec une vraie hiérarchie des courses, parce qu'à l'époque ça mettait que en avant la France, mais où on met des points au top 10 des très grandes courses et au podium des autres, et voilà quoi, que les mecs arrêtent de se battre pour qu'il y ait 8 coureurs dans le top 10, ça ressemble pas à grand chose et c'est pas ça vraiment le cyclisme, quoi. Titouan, qu'est-ce que tu en dirais, toi? Parce que bon, on a eu la vision de Geoffrey qui a un peu plus d'expérience, on va dire, dans le cyclisme. Ouais, je suis vieux. Non, non, mais c'est pour dire aussi qu'il y a, voilà, il y a forcément Bah, c'est différentes sûr, ouais, visions. j'ai des éléments de comparaison, de vécu même en plus de Mhm. mon intérêt pour l'histoire du cyclisme, d'avoir connu ce qu'était le cyclisme avant le World Tour. Oui, forcément, c'est pour ça que je précise ça, parce que forcément, ça joue aussi dans ta vision. C'est normal. Titouan, justement, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le trouves, toi, ce World Tour, à l'heure actuelle? Ah, c'est vrai que j'ai connu que la période World Tour. Je n'ai pas connu avant, mais je trouve qu'il est pas mal. Après, il mériterait d'être réorganisé, je pense notamment à l'agenda des courses, enfin, au calendrier plutôt, l'agenda, parce qu'il y a quand même des périodes de creux sur le calendrier World Tour ou des périodes de trop-plein. Je pense au Giro qui se superpose avec certaines courses. Pas tout le temps, mais ça arrive. Le Giro, il se superpose avec Il se rien maintenant, superpose non? avec plus rien. Il Il y se a- superpose avec pas mal de Pro Series, Comme mais il n'y a plus plus aucune le World Tour Tour. de Californie, il n'y a plus de superposition. C'est plutôt la Vuelta avec la Bretagne classique, les Neco Tours, La Vuelta aussi, le Ouais, Canada. mais bon, c'est ça. les petites courses par étapes en Espagne, le Tour de Catalogne, il y a quelques classiques aussi en même temps. Donc bon, Voilà. les petites courses en Espagne, c'est pas gênant. C'est du souvent le tour. Non, mais aussi, bah, je sens ce qui devrait être plus officialisé, voilà, c'est de faire une ligue, je pense, entre du World Tour et le Super World Tour, disons, avec les 8 événements, les 8 gros événements, donc les 5 monuments et les 3 grands tours, et en faire un classement à part pour que ça ait de l'intérêt, pour qu'on voit un peu qui sont les grands acteurs de la saison. Bon, c'est une idée en l'air un peu, mais ça fait un peu bizarre toujours d'avoir l'UAE Tour au même rang que le Tour de France ou la classique. J'ai oublié son nom. Bah, la Lausanne Race, là, la Cadel Evans, ou même dans la même catégorie que Paris-Roubaix. Alors Alors, c'est que, pas la bon, même certes, catégorie en termes de points, mais tu veux dire que c'est juste parce que ça fait voilà, partie du World Tour au même titre, hein. exactement. Je vais prendre une comparaison avec le foot, mais ça n'aura aucun sens. Mais il y a pas, je crois pas qu'il y ait d'autres sports où les événements majeurs soient dans la même ligue que des événements importants, mais pas aussi, pas aussi prestigieux. Alors, C'est juste, je trouve ça un peu dommage qu'en fait, ça ait réduit la première division à toutes les grandes courses, mais qui n'ont pas du coup tous les mêmes prestiges. Et bon,
Je trouve ça toujours dommage de devoir obliger un peu des coureurs à aller à l'autre bout du monde sur des courses en prestige, juste parce que c'est la première division et qu'ils sont obligés d'y aller, quoi. Pour donner un élément de comparaison historique, mais alors là c'est très vieux, ça remonte aux années 40-50, le premier challenge qui regroupait des courses comme ça ensemble, alors c'était juste un classement, il n'y avait absolument pas d'obligation de participation, c'était le challenge Desgranges-Colombo, il y avait entre 9 et 12 courses qui le composaient uniquement. Donc ça existait il y a très très longtemps, alors forcément à l'époque il n'y avait pas de course aux Émirats Arabes Unis, en Australie ou au Canada, mais Ouais, ça regroupait genre le Tour d'Italie, Tour de France, Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, Milan-San Remo, Tour des Flandres, Flèche-Wallonne, Paris-Bruxelles, Paris-Tour et Tour de Lombardie. Et quelques années après, il y a le Tour de Suisse et Bastogne-Liège qui sont arrivés. Et c'était un temps où la Vuelta avait même pas lieu tous les ans, tellement c'était le bordel pour l'organiser à l'époque. Mhm. Mais quand la Vuelta s'est réannulisée complètement, c'est rentré dedans. Ok. Pour terminer ce petit tour de table introductif, Alex, quel serait ton avis sur le World Tour après ce qu'ont pu dire Titouan et Geoffrey? Moi, c'est pareil, comme Titouan, j'ai fait que connaître le World Tour. Bon, après, je l'ai connu dans la période réduite où il n'y avait pas encore Oui, le avant l'UAE 2017. Tour, ouais, l'UAE Tour, la Cadel Events, etc. Mais déjà, je pensais que c'était un peu trop chargé à mon goût, même avant. Je trouvais qu'il y avait des courses, je n'avais pas l'impression qu'elles avaient le droit d'être là. Je sais pas si ça a sens. En fait, je trouve que le World Tour, il est trop chargé en termes de courses et que ça devrait être vraiment réduit aux top courses. Donc, le Tour de France, les autres grands tours, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, les monuments, et ensuite, on va dire 5 ou 6 courses majeures. Donc, on va dire l'Estradé, Paris-Nice, Tirreno, l'Amstel, le Critérium du Dauphiné et le Tour de Suisse, au pif. Mais je pense que ça devrait s'arrêter là pour le World Tour. Et après, avoir une autre catégorie au-dessus de l'Europe Tour, etc., on va dire un Champions Tour, par exemple, qui serait un peu plus ouvert, et là où on pourrait avoir une mixité un peu plus importante. C'est là où je vois le World Tour. Pour moi, il est trop chargé et il faut réduire le nombre d'épreuves dedans, parce qu'à mon avis, il y en a trop, et garder vraiment que celles qui ont un historique et beaucoup de compétitivité dedans. Parce que l'Estradé, c'est pas très historique, mais au moins, on sait que l'épreuve a une forte compétitivité. Et c'est ça que je recherche dans le retour, parce que j'adore le Tour Down Under, hein, mais à mon avis, tu peux pas mettre le Tour Down Under dans la même catégorie que Paris-Nice. Ça n'a pas de sens. Parce que là, eux, ils sont vraiment dans la même catégorie pour le coup. C'est pas comme si on mettait. J'aime pas trop la comparaison. Le Tour de France est dans la même catégorie que le Tour de Romandie, par exemple. C'est pas vrai. Ils sont dans la même classification, certes, ça compte pour les mêmes points, mais c'est pas. Le Tour de France, c'est un tour de catégorie 1, et le Tour de Romandie, un tour de catégorie 4. Ça donne pas les mêmes points. Mais pour le coup, le Tour Down Under, tu compares à Paris-Nice, la start list, c'est pas la même, le niveau, c'est pas le même. La difficulté, c'est pas la même. Le plateau, c'est pas le même. Pourquoi est-ce que la course est au même niveau, quoi? Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, il faut dédensifier le World Tour, faire qu'il y ait eu que une dizaine, voire quinzaine de courses, je pense, pour le World Tour, et avoir un Champions Tour un peu plus derrière, qui soit un classement séparé, tout ce que tu veux, mais qui soit séparé du World Tour, parce que là, ça n'a pas trop de sens. Déjà, la première expansion du World Tour, ça ne m'avait pas tellement plu. Heureusement, ils ont déjà viré le Tour de Turquie, qui n'avait aucun intérêt d'être là. J'espère que le Tour du Guangxi passera par la fenêtre dans pas très très longtemps, parce qu'il n'a aucun intérêt non plus. Bah, Donc, ouais. aucun intérêt, ça dépend sur quel plan on se place. Ouais, il y a le côté financier, et c'est là aussi la principale raison, avec la volonté de la part de l'UCI d'essayer d'aller toucher le marché chinois. Alors certes, sur le plan sportif, c'est pas au même niveau que d'autres courses que tu as pu citer. On peut pas dire qu'il y a zéro intérêt sur aucun plan non plus. Oui, c'est vrai qu'il y a un intérêt du point financier, mais enfin même là, le Tour du Guangxi, voilà, tu le casses en Champions Tour, ils sont contents, les Chinois sont contents. De toute façon, dans 3 ans, il n'existera plus parce que les Chinois sont passés à autre chose, et puis voilà. Donc si je résume déjà pour commencer à passer sur un peu vos propositions, ce que vous aimeriez voir, quelque chose dont j'ai l'impression qui vous tient un peu tous à cœur, c'est d'avoir un World Tour moins complet, qui ne recense que
les quelques grandes courses de la saison pour après limite scinder limite scinder en deux catégories, avoir le World Tour et créer un nouveau niveau de course avec peut-être le Tour de Guangxi, le Tour Down Under, ce genre de course pour davantage mettre en avant les très grandes courses. Moi, j'irais dans l'idée inverse. Je couperais le World Tour en deux, avec une World Tour, on va dire, catégorie A et catégorie B. La catégorie A, les monuments, les trois grands tours, pas nécessairement d'autres courses historiques après, hein, même l'Amstel ou Paris-Nice, je ne les mettrais pas nécessairement là-dedans, mais les 5 monuments et les 3 courses de 3 semaines qui sont de toute façon au-dessus, bien au-dessus en termes d'aura, de prestige. Oui, ça c'est Et sûr. celle-là, de toute façon, World Tour, indirectement, il y a quasiment 20 équipes maintenant dedans. Parce que si les Oui, deux c'est meilleurs, 18 plus 2 les deux plus meilleures 1. pro teams qui sont invitées automatiquement, c'est comme si elles étaient dans l'élite. Et, Et, et en plus la troisième sur les classiques. hmm. et, euh, et à côté, pour toutes les autres courses, plutôt que de chercher à comment faire en sorte de les enchaîner et tout ça, où il y en a l'une ou l'autre, d'avoir des blocs de courses sur toutes les autres World Tours, mais j'agrandirais même un petit peu, parce que dans les Pro Series, il y a enfin, les Pro Series maintenant, pareil, c'est beaucoup trop long. Il y en a une cinquantaine sur le deuxième niveau, alors qu'il y aurait moyen d'hierarchiser un petit peu, d'en faire monter quelques-unes dans ce niveau intermédiaire, et que sur le calendrier intermédiaire, je chercherais justement à mettre systématiquement 2 courses en parallèle, et que les 20 équipes World Tour, enfin que parmi les équipes World Tour, les toutes meilleures, celles qui ont le plus de pognon et qui enquillent le plus de stars, parce que le financement des équipes du cyclisme fait que les plus grosses équipes ont des budgets qui sont largement au-dessus des autres, et bien celles-là, elles vont partout. Elles vont partout, elles vont sur les 35 courses World Tour, et si on en rajoute 10, 15 des Pro Series à faire monter, elles vont partout, elles mettent en avant le cyclisme, c'est elles qui vont attirer les sponsors aussi pour les organisations. Elles ont de toute façon plus de rotations qui sont possibles avec les équipes de développement qu'elles ont quasiment toutes maintenant, et qui permet de courir quand même au niveau en dessous avec certains des coureurs. Et derrière les 6, 7, 8 grosses équipes World Tour, les autres, elles auraient le choix de faire une des deux. Et ce qui veut dire, début mars, tu vas à Paris-Nice ou tu vas à Tirreno. Tu vas un peu plus tard dans l'année, je sais pas moi, tu as Romandie ou Francfort, tu fais un des deux, ou En gros, ça entre serait d'avoir à Québec, chaque fois Montréal et pour un le autre. World. En gros, l'idée, ça serait d'avoir à chaque fois pour le World Tour entre guillemets dit B, d'avoir à chaque fois des courses Tu en as chaque fois les simultané six pour sept meilleurs. faire un À choix. chaque fois, tu as 6-7 autres équipes World Tour. Et derrière, tu peux avoir des continentales locales qui peuvent avoir l'occasion de participer à des plus grosses courses. Parce que c'est devenu impossible pour les. Enfin, il y a vraiment une séparation nette entre les 22 meilleures équipes du monde et celles qui y a en dessous. Concrètement, celles qui vont faire participer au Tour de France. Sauf s'il y a une équipe continentale française qui se rajoute, on sait dès le mois de novembre, bien avant que les invitations soient faites, qui va participer au Tour de France. Il n'y a absolument plus de zone floue entre les deux, et c'est très compliqué pour une équipe de passer ce cap. Alors que si au moins ces équipes-là participaient à plus d'épreuves, bah, ça permettrait aussi à certaines petites équipes de se développer un petit peu, à du cyclisme local d'exister. C'est pas normal qu'un pays, par exemple, comme l'Italie ou l'Espagne, ait plus vraiment d'équipes de niveau intermédiaire, voire d'équipes de très haut niveau. Ouais, Ils disons ont que l'Italie, ils ont des plus de équipes, haut niveau, ils ont plus que des niveaux intermédiaires. mais c'est ça, l'Italie, voilà, quoi, ils ont 3-4 équipes qui vont faire mumuse et faire des échappées sur le Giro, mais c'est parce que financièrement, elles n'ont pas les moyens d'aller tout au long de l'année partout à travers le monde, alors que ces équipes-là, si on leur dirait, voilà, vous allez participer à une quinzaine de courses, vous allez je veux dire, une équipe comme Eolo Cometa, par exemple, enfin, ils ont changé de sponsor cette année, j'ai plus. Polti Cometa. Polti. Si Ça, cette ça, tu devrais équipe-là. connaître pourtant Polti, hein. Ouais, alors pour le coup, c'est pas nécessairement le sponsor que. Enfin, ça rappelle pas que des bons souvenirs. Euh, mais cette équipe-là, concrètement, elle pourrait sans problème avoir des coureurs qui pourraient être autour du Pays Basque, autour de Catalogne, autour de Romandie. Et ces coureurs-là, ils gagneraient de l'expérience plutôt qu'aller s'entasser dans des équipes type Jumbo ou Sky pour au final faire que des équipes, que des courses Pro Series parce que ces formations-là, elles sont déjà complètement blindées pour les autres équipes, pour les autres courses de haut niveau.
Titouan, Alex, est-ce que ça vous semblerait intéressant d'avoir un World Tour découpé en deux, avec les très grandes courses tout en haut et ensuite derrière pas mal d'autres courses qui seraient à répartir pour un bloc d'une, je sais pas, une vingtaine, trentaine d'équipes peut-être, comme évoquait Geoffrey? Alors, moi, je suis assez pour l'idée de segmenter les World Tour et d'inviter davantage d'équipes sur les courses, notamment des équipes locales, pour refaire vivre le système local. Parce que, ouais, comme dit Geoffrey, c'est pas normal qu'un pays comme l'Italie n'ait même pas d'équipe World Tour, ou l'Espagne, bon, ça vivote aussi. Mais j'ai peur que sur l'idée de séparer en deux le calendrier, ça, j'ai un peu peur, on va dire, parce que s'il y a deux courses qui se chevauchent, c'est-à-dire que les équipes doivent faire des choix, les équipes intermédiaires. Est-ce que ça risque pas de. Enfin, à moins que j'ai pas tout compris l'idée de Geoffrey, mais est-ce que ça risque pas de créer un exil chez des leaders qui. Par exemple, une équipe qui sera plutôt tournée vers le sprint va privilégier des courses par étapes plutôt pour sprinter. Alors, Un grimpeur, il ah, n'aura pas sa place dans cette équipe. Il aura moins sa place dans cette équipe. Du coup, ça risque de surtyper les équipes et d'avoir peut-être moins de place pour le fait qu'il y ait, par exemple, je sais pas, au Movistar, je prends tout connement, qu'il y ait un Gaviria et un Enric Mas. ouais, mais après, les équipes sont déjà indirectement typées. Tu prends une équipe comme Movistar, tu l'as jamais vu sur les classiques, et pourtant ils sont dans l'élite World Tour et Pro Tour avant, depuis les débuts. Elite, maintenant, ça se discute. Mais... Non, mais je veux dire, ils sont dans la première division. Ils sont dans le top 18 et ils n'ont jamais eu spécialement de coureur pour là. S'il n'y avait pas un mec qui s'appelait Remco Evenepoel chez Quickstep, à part un mec qui fait un truc une fois de temps en temps sur une course par étape, ça serait resté l'équipe orientée Flandrien, et des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. C'était pas spécialement gênant. Et après, par rapport à ce point-là, ce que si j'avais l'opportunité de mettre en place ce truc-là, le pouvoir que j'ai absolument pas, je mettrais comment dire, l'inscription automatique à une course sur les deux pour les plus petites équipes World Tour. Je les empêcherais absolument pas de candidater et de laisser l'organisateur faire. Typiquement, une équipe comme Total Energy, par exemple, sera automatiquement invitée à Paris-Nice. S'ils veulent aller faire Tirreno et candidater à côté, aucun problème pour ça. Sachant que de toute façon, les wildcards sont annoncés tellement tôt maintenant que c'est pas spécialement un problème pour faire les calendriers. Ça voudrait dire que si par exemple on a 10 équipes qui font toutes les courses, plus après 20 équipes qui se partagent les courses qui sont en simultané, ça pourrait marcher ça, Total qui est dans le deuxième bloc et qui fait Paris-Nice et Tirreno? Ça fait que ça t'as parce que tu peux avoir 22, 23, 24, 25 équipes sur ces courses-là, donc tu peux en inviter quelques-unes en plus. Il y a combien de fois on se retrouve à avoir des équipes type Movistar qui prennent la place de potentiels contis belges ou autres sur les Flandriennes? Combien de fois on a des équipes toutes pétées sur la Vuelta qui trouvent juste comme excuse « Ouais, mais les jeunes, ça leur fait de l'expérience sur un grand tour. » C'est vrai, cela dit, c'est pas une excuse pour le coup, c'est que ça fait vraiment une expérience. Enfin, un premier grand tour je sais pas, pour un jeune de la Lotto Destiny par exemple, c'est pas déconnant de l'envoyer sur la Vuelta plutôt que sur le Tour et qui en profite pour, on va dire entre guillemets, apprendre à grimper pour avoir un vrai terrain, là où son équipe va plutôt d'habitude T'apprends pas à grimper sur la Vuelta, t'apprends à te faire chier pendant 150 bornes avant de te taper une course de côte qui ressemble à rien. Et c'est très utile dans le cyclisme. Je pense que c'est formateur. C'est très utile sur la Vuelta. Si tu veux apprendre à grimper, tu viens sur le Giro, tu fais le Tour de Romandie, le Tour de Suisse. En vrai, même le Tour des Alpes, t'apprends plus sur la montagne que sur la Vuelta. Mais le Tour de Suisse, t'apprends pas les capacités de récupération sur une course de 3 semaines. Ah. Ouais, mais alors, si j'avais complètement de pouvoir là-dessus, la Vuelta, je le ferais sur 15 jours en octobre et je terminerais la saison World Tour avec ça. Ah, il est vraiment jusqu'au boutiste. Non, mais en vrai, l'année Covid, de toute façon, plus on va avancer, plus en Espagne, on va se retrouver à faire des 45 degrés au mois d'août et la Vuelta pourra pas continuer à être au mois d'août. Oui, ça, les organisateurs de toute façon, c'est anticipés sûr que c'est un problème qui va se poser. Ça, ils ont commencé à pas mettre que des pour la étapes de Vuelta. nuit, donc ça peut être un concept, mais pour la Vuelta, tu la mets fin octobre, début novembre, et voilà quoi, les quelques coureurs qui restera. L'avantage aussi de
faire que certaines équipes n'aillent pas toute l'année, c'est que tu as des coureurs qui ont moins de jours de course sur l'année et qui peuvent se retrouver à être un peu frustrés aussi sur la fin de saison et à étaler. Justement, par rapport à ce fait de changer des courses de date, c'est quelque chose qui a été évoqué notamment par David Lapartien, qui prenait comme exemple justement le calendrier 2020 avec le Covid, et même aussi 2021. Il disait pourquoi, par exemple, on mettrait pas Paris-Roubaix en octobre? Est-ce que ça peut être se dire le calendrier est pas immuable et on peut changer les courses de date, essayer de trouver un moment où elle serait peut-être mieux en valeur? La Volta, elle a gagné à être mise en valeur en passant en fin de saison par rapport à quand on était en avril. Après, sur les exemples que prenait David Lapartien, par exemple, notamment sur les Flandriennes. Les Flandriennes, il y a vraiment tout ce bloc où il y a une accumulation, les petites courses qui sont là petit à petit, et il y a un crescendo qui monte jusqu'au Tour des Flandres pour les Belges, et après, il y a Paris-Roubaix dans la foulée. Je suis pas sûr qu'inverser les deux aiderait vraiment, quitte à modifier des choses. euh, sur les classiques, c'est plus La Flèche et Liège qui pourraient être placés un petit peu plus tard. Alex, qu'est-ce que tu en penserais, toi? Bon, sur le calendrier, moi je trouve qu'il est pas mal. Mais en vrai, ouais, Pas grand-chose à y redire. Le truc sur le calendrier qui serait plus intéressant, ce serait de regrouper les courses par continent, de sorte à avoir un bloc entier à chaque fois pour éviter les trop gros déplacements, en gros. C'est-à-dire avoir Grand Prix de Québec-Montréal, mais aussi avoir les courses continentales type Tour du Colorado, Tour de Californie, à peu près en même temps, pour que les équipes évitent de faire des Bon, trucs. enfin, genre- Après, pour toi qui connais l'Amérique du Nord, faire Québec, Montréal et le Tour de Californie en même temps, Californie, Tu restes à peu près dans la même zone. Oui, en mais gros. enfin, Ouais, enfin, c'est le même écart qu'entre l'Europe et les Émirats, quoi, voire plus. quand même. Oui, à peu près, oui. Ça, en gros, c'est ça. ouais, ça. donc après c'est que par rapport à ça, enfin, j'avais vu justement David Lapartien qui disait, faudrait qu'on fasse un peu des blocs de courses. Il prenait l'exemple du calendrier World Tour féminin où on a par exemple tout le mois de mai, on a les 3 courses par étape espagnoles, la Vuelta, le Pays Basque et Burgos, ramassées sur le mois de mai, et comme ça après, tout le mois de mai c'est en Espagne, et après on vient plus en Espagne. ouais, mais il y a moins de courses aussi dans le World Tour féminin, donc tu peux organiser ça facilement. Tu fais ça dans le calendrier masculin, mais plutôt qu'avoir Après, c'est 35 courses, t'en c'est mets pas 20, quoi. impossible. Tu peux enchaîner San Sebastian, Pays Basque, Vuelta. Et d'ailleurs, comme ça, tu peux justement décaler la Vuelta un peu plus loin dans le calendrier. Pareil, tu peux faire Tour de France, fin de Tour de France, Bretagne classique. Hop, la saison française est finie. Tu montes avec, comment ça s'appelle, le Tour de Catalogne. Tu Donostia, Tour du Pays Basque, Vuelta, et la Vuelta se finit, je sais pas, en octobre-novembre. Ça peut être une solution. Bah après, c'est une solution à un problème qui n'existe pas, en fait, parce que bon, les Oui, puis distances, est-ce que les coureurs ont ça envie de va. rester 2 mois entiers en Espagne? Voilà. Je sais qu'il y en a C'est pas une qui à l'année. question. Il y en a bah, qui ont l'habitude Ouais, ils ont l'habitude, hein, c'est ce qu'ils font en février, en au janvier, TID, février, donc mais oui, forcément pour des courses, c'est différent. Ouais. Mais après, c'est que, enfin, pour vous, la question du calendrier, c'est pas forcément, enfin, en tout cas au niveau des dates des courses dans le calendrier, c'est pas une question primordiale dans le futur du World Tour. le, Ouais, non, je pense pas vraiment. Après, c'est pas comme au tennis où vraiment tu as des transferts, tu es là, putain, qui est-ce qui gère ça? Parce que c'est vraiment insupportable. Le calendrier World Tour, ça va, il est plutôt bien réparti au terme de l'année et en termes de géographie. Donc, c'est pas ultra pressant de changer les dates. Après, comme il dit, avec le changement climatique, la Vuelta en août, ça va devenir un peu compliqué. Le Tour de France en juillet, ça risque de devenir aussi un peu compliqué. Donc, soit il va falloir réduire la distance, soit le nombre de jours, soit il va falloir changer de date. Mais après, ça, c'est plus. C'est un peu une autre catégorie. Ça va être un peu compliqué de trancher parce que nous, on n'a pas toutes les infos non plus. Mais de base, le calendrier World Tour, moi, je pense qu'il est OK. Il n'y a pas, niveau de ce qui est proposé en ce moment, il n'y a pas trop besoin de le changer. ça manque quand même de clarté, de continuité dans certains points. Pourquoi on a été aligné concrètement directement Paris-Nice et Tirreno, alors que entre le Dauphiné et le Tour de Suisse, on garde ce décalage d'une semaine, les deux pourraient avoir lieu exactement la même semaine, et ça ferait un meilleur équilibre en termes de préparation pour le Tour.
Est-ce que du Et coup, ça après, permettrait de ravancer le Giro d'une semaine plus proche du Tour de France, ce qui permettrait à plus de coureurs d'enchaîner les deux et de se faire une coupure sans course entre les deux, ce qui pourrait redonner un petit intérêt comment dire, à un enchaînement de Giro Tour. Parce que là, il y a et beaucoup trop de semaines Tirreno plus d'écart tard, entre la fin du Giro et le début du Tour, et la fin du Tour. si tu mets Tirreno plus tard, du coup, tu mets où San Remo? Non, 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 je mets Paris-Nice et Tirreno, je les garde en même temps, mais je mettrai le Dauphiné et le Tour de Suisse en même temps, le Dauphiné une semaine plus tard, ce qui permettrait de décaler d'une semaine le Giro qui commencerait autour du 10 mai pour se Ah oui. terminer autour du 2-3 juin. Ah oui, donc toi, en fait, t'as envie vraiment d'avoir davantage de courses qui sont en parallèle, en Mais simultané. elles sont déjà en parallèle, le Dauphiné et le Tour de Suisse, Oui, sauf non, si mais... tu abandonnes l'avant-dernière étape du Dauphiné, tu ne vas pas enchaîner avec la Suisse derrière. ouais. Donc, Non, mais je te pose la question parce que justement, c'est aussi une des pistes qui est évoquée par David Lapartien qui évoquait l'idée de, notamment enfin, dans l'agenda 2030 de l'UCI, de ne plus avoir de courses World Tour en simultané ouais, alors ce pour que les truc-là, courses arrêtent de se faire concurrence. faut Mais qu'il après, révise. mais après, en même temps, David Lapartien qui peut-être un peu rétropédale et il disait, je crois, au Het Newsblad, dans une interview il y a pas si longtemps, que des courses comme Paris-Nice, Tirreno Adriatico, des courses historiques, on va pas toucher à leur date. Donc ça s'appliquerait, mais pas partout. Enfin, pas touché à leur date. Tirreno, il y a quelques années, ils ont été décalés de quelques jours pour se terminer un week-end, alors que historiquement, ça commençait un mercredi pour se terminer en semaine. Euh, Milan-San Remo, une année, il avait déplacé un dimanche, qui revoit aussi son histoire du cyclisme, parce qu'ils avaient tenté une année dans la fin des années 80, alors j'ai plus l'année en tête parce que j'étais pas encore en vie, mais ils ont fait une année où ils ont essayé d'avoir que des courses de 6 jours, d'avoir un Tour de France, enfin de limiter les grands tours à 21 jours. Résultat, les organisateurs de grands tours, ils avaient trouvé la parade en créant sur le tour, il y avait une préface qui n'était pas vraiment un prologue, mais qui attribuait quand même un maillot jaune avant. Donc, enfin, l'UCI a pas le pouvoir décisionnaire qu'ils aimeraient avoir parce que dès qu'ils veulent contraindre les organisateurs forts à certaines choses, ces organisateurs-là, ils vont dire bon, bah, je m'inscris plus à l'UCI. Ouais, un Le peu Tour de comme ce qu'il y France avait l'a eu en déjà fait. 2008 sur la petite guerre entre ASO et l'UCI notamment, avec ASO qui a retiré toutes ses courses du World Tour et même le Tour de France retiré du calendrier UCI. Et RCS aussi avait Mhm, retiré tout à ses fait. courses. Ce qui avait fait que l'UCI, au dernier moment, quand ils se sont rendus compte que ça n'arrêtait trop pas des pommes, où ils ont créé un circuit historique qui était en parallèle du Pro Tour. Et enfin, l'UCI n'a pas le pouvoir qu'a la FIFA, par exemple, en foot, qui est largement au-dessus du reste en termes de moyens et de pouvoir. S'ils décident de forcer les organisateurs du Tour, du Giro, je vais inclure Flanders Classic avec, s'ils veulent les forcer à quoi que ce soit et qu'ils veulent pas, ils vont dire bon, bah, on s'inscrit plus à l'UCI en fait. Et ils n'auront pas spécialement de problème Mhm, parce que les courses continueront à vivre même si elles ne sont pas dans le World Tour. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres non plus, ce qui rend l'équation assez compliquée, parce que si on crée un World Tour qui est vraiment limité à 10-12 épreuves et que c'est les épreuves reines historiques et ou celles qui sont organisées par les gros organisateurs, ça va être compliqué, hein. Le Tour Down Under, avant qu'il soit World Tour, il y avait des années, il y avait 8, 9, 10 équipes qui participaient. mhm. Donc, compliqué. Pour finir par rapport sur la partie calendrier des courses, par rapport à ce qu'on évoquait avec l'idée de David Lapartien, de ne plus avoir des courses, deux courses World Tour en parallèle, Alex Titouan, est-ce que ça peut être une solution intéressante pour aussi donner peut-être plus de visibilité aux courses en elles-mêmes? Enfin, parce que si on a par exemple, je sais pas, une étape du Tour du Benelux et une étape de la Vuelta qui arrivent en même temps, c'est le genre de choses parfois qui est un peu compliqué, quoi. Alors, je Ah, ouais, comprends. moi, c'est pour ça que je parlais de. Désolé, Alex. C'est pour ça que je parlais de décaler les jours de course, en fait, que j'allais dans le sens de la partie 1 sur le fait qu'il n'y ait pas 2 jours de course en même temps. Parce que c'est pas, Geoffrey disait, c'était. Oui, dans tous les cas, les coureurs n'allaient pas aller sur les. Même si c'était un jour d'écart, ils n'allaient pas enchaîner Dauphiné Tour de Suisse. C'est vrai, mais c'est pas tant la question des coureurs que la question des téléspectateurs qui font un peu le nerf de la guerre. Enfin, sinon on mate pas les courses, le cyclisme, le sport en général n'a pas lieu d'être. Est-ce que Euh, pour quelqu'un qui n'est pas abonné à Eurosport, le problème se pose vraiment? Ou à d'autres trucs comme ça, ou à d'autres médias qui ont toutes les courses? Parce que Après, il le, faudrait même une couverture médiatique de manière plus globale, sans forcément suivre à la télé. S'il y a deux courses en parallèle,
Ouais, mais C'est peut-être plus compliqué de mettre les deux vraiment à 100% en lumière. Mais même ceux qui aiment le vélo, tu prends, je sais pas, moi, je veux dire, pour donner l'exemple là, avec les téléspectateurs français, est-ce que si tu as le choix entre le Tour du Guangxi et le Tour de Vendée qui finit la Coupe de France, lequel tu vas regarder, même si Bah, les deux sont en là, même ça temps? passe, hein, c'est pas au même fuseau horaire, donc ça passe. Après, ça pourrait marcher si tu compares Tour de Vénétie et Tour de Vendée, Oui, oui, oui. mais de toute façon, c'est pas des courses qui s'adressent aux mêmes spectateurs. Le World Tour, on parle de courses qui s'adressent globalement aux mêmes spectateurs. Alors évidemment, C'est pas les mêmes le mecs qui vont regarder Liège-Bastogne-Liège et Liège-Bordeaux-Francfort, hein. évidemment que non. Et Mais même quand ça tombe en même temps, c'est pas les mêmes amoureux de vélo, enfin, c'est pas ceux qui ont le même goût pour certains trucs de vélo qui vont regarder le Tour de Castalogne ou Bruges de Panne. Donc j'ai envie de dire, pour toi, Geoffrey, c'est un non-problème, alors que pour Titouan, ça permet de pouvoir aussi profiter Mais davantage des courses. c'est vraiment pas du tout un non-problème. Le fan occasionnel de vélo, il a le choix, il va regarder un truc comme ça. Le fan inconditionnel de vélo qui est à fond dedans, regarde le débrief qu'on a fait. T'avais 72 courses en même temps au niveau Europe Tour, et vous les avez tous regardés, vous les avez toutes regardées. Et moi, je les ai pas regardés parce que je me tapais des cyclocross dans tous les sens et je regardais là encore, il n'y a pas 10 minutes, les résultats du championnat d'Océanie, cyclisme sur piste. Il y a 2 pays, j'ai quand même été regarder les résultats. Donc voilà, quoi, le fan de vélo qui est 12 courses en même temps, peu importe le niveau, ça pose pas de problème. Et tant mieux, parce que parce qu'il y a beaucoup de courses qui sont diffusées, ce qui n'était pas le cas avant. oui, mais Et il y aura justement, encore. on n'est pas normaux. Ça, on a bien compris, on est tous conscients de ça. Mais justement, le fait de décaler, le fait qu'il n'y ait pas plusieurs courses sur le temps en même temps, ça permet, dans un monde idéal, que ce soit en clair, mais bon, ça, c'est encore une autre question, mais que quelqu'un que quelqu'un qui regarde juste un peu le vélo de loin, il puisse voir à la fois le Tour de Catalogne et Bruges de Panne. Bon, c'est pas un bon exemple parce que ça, enfin, faudrait remanier le calendrier, etc. Mais voilà, que le téléspectateur moyen puisse voir toutes les courses World Tour, qu'il n'y ait pas besoin de choisir, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir un abonnement à Eurosport et qu'en même temps Téléquipe TV et en même temps France Télé allumé, le tout en même temps avec la personne avec qui tu vis qui râle parce que ça fait trop de bruit et voilà. Même si des fois, ça fait quand même plaisir d'avoir 3-4 courses en même temps, on est à fond dedans. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué de profiter des 4 courses en même temps. Mais en vrai, il n'y a pas tant que ça de moments où il y a Oui. plein de courses en même temps dans le World Tour, hein. Oui, Ah, non, bien sûr. Il y a les doublons des courses, des grosses courses par étapes du mois de juin et du mois de mars où on est complètement conditionné à ça. Mais sinon, à part ça, il y a le Oui. Tour de Catalogne et les 74 épreuves d'un jour en Belgique là, que je sais, on les a toutes montées en World Tour, certaines, je sais pas trop pourquoi. Mais oui, après, c'est pour ça que ça m'avait Il y fait a rire un aussi peu d'une la certaine manière, Vuelta, mais bon. de voir David Lapartien dire d'un côté, dire il y a 1 an et demi à peu près, on veut que toutes les épreuves, on veut qu'il n'y ait aucune épreuve World Tour qui soit en simultané, puis 1 an plus tard de dire, bon, les courses historiques, on va les conserver à leur date, donc c'est-à-dire que le doublon Paris-Nice-Tirreno, il serait conservé, le doublon Dauphiné-Tour de Suisse, il serait conservé, ça s'appliquerait pour la Catalogne avec la Belgique, et les courses qui se passent pendant la Vuelta. Bah, surtout qu'en plus, les courses pendant la Vuelta, c'est pas gênant. Tu regardes le Tour de Belgique, enfin le Tour du Benelux, tu tapes une étape où tu as 100 bornes qui sont énormes autour de Grammont, et puis après, tu regardes pendant 5 minutes tes derniers kilomètres de la Vuelta, tu as vu toute ton étape, hein. Et à l'inverse, tu regardes la course de côte sur la Vuelta, puis tu enchaînes avec le sprint sur le Tour de Belgique. Voilà. Ah bah quand tu as une étape qui se termine à Ardèche. Non, parce qu'avec la Belgique, tu peux avoir du vent et du coup des bordures, le peloton qui pète à 100 bornes de l'arrivée, il peut pleuvoir aussi. Bon, En ça vrai, après, c'est La bordure que j'ai vue, c'était en Espagne. Tu Y a cales, pas, tu cales juste 2 étapes de montagne un peu agitées en fin de semaine, comme ça, en fin de Vuelta, comme ça tu la regardes en entier, puis tu enchaînes dans la soirée avec Québec et Montréal. C'est vrai qu'au moins l'avantage, le seul truc sur lequel on peut dire ok, on peut vraiment mettre des courses en parallèle, c'est quand c'est pas sur le même fuseau horaire. Typiquement, la Vuelta et les courses canadiennes, on a le temps Mais on a le temps d'en profiter à fond, ça c'est s'enchaîne. en plus ce que réussissent certains organisateurs qui décalent les horaires d'arrivée pour qu'il y ait les deux qui se fassent pas en même temps, Oui, hein. oui, aussi, voilà, Le, il y a des en dehors du World Tour, il y a des cas où ça arrive, les organisateurs s'adaptent, donc ça voilà, ça le Grand fonctionne. Prix de Fourmies a décalé ses horaires de départ pour que les horaires d'arrivée et propose une arrivée qui soit pas en même temps pour la diffusion Eurosport que l'arrivée de la Vuelta, que ça termine systématiquement 1 heure ou 1 heure et demie avant. Même si là, le Tour de la Grand Prix de Fourmies fera un triplon avec la Vuelta et la BMRC Classics. Je suis désolé Ouais, pour toi, Geoffrey. on peut rajouter peut-être les championnats d'Europe et le Tour de Grande-Bretagne.
Parce S'il que a là, lieu pour le le Tour coup, de les Grande-Bretagne. doublons en Pro Series, il y a des trucs, c'est plus que des doublons. Hein. Oui, des fois c'est compliqué. Bon, Cette année, Vuelta Cyclassique, Fourmi, Larciano, Grande-Bretagne le même jour. Si on inclut les Pro Series, bon, ça fait une centaine de courses, mais il y a des jours où il y a des quintuplons, c'est un mot qui n'existe pas. Mais... oui, c'est sûr que des fois on a des menus bien garnis sur certaines journées. Bon, on va pas non plus évoquer que les courses, que le calendrier, c'est pas le seul point qui serait amené à bouger. La refonte un peu du World Tour qu'il pourrait y avoir pour 2026. Un petit mot que, comme Geoffrey l'avait évoqué rapidement, alors un point qui pour l'instant n'a aucun élément qui laisse à penser que ça pourrait bouger, mais Alex, Titouan, je vais vous poser la question, Geoffrey y avait déjà répondu un petit peu, mais actuellement on est à 18 équipes en World Tour, plus les 2 invitations automatiques pour les 2 meilleurs pro teams, plus la 3e pro team qui est invitée sur toutes les courses, toutes les classiques World Tour. Est-ce que pour vous, ce nombre, cette quantité d'équipes World Tour, c'est un bon nombre, c'est suffisant, pas assez, il y en a trop? Je pense que tant qu'à faire, il faudra assumer et faire un World Tour à 20 équipes, voire 22. Et peut-être enlever Enfin, faire en fait soit 2 divisions, En gros, soit... considérer que les invitations automatiques, c'est du World Tour? C'est ça, en fait. Parce que oui, là, ça fait un World Tour à la carte. Finalement, quand c'était Alpecin qui était concerné, on disait que ouais, ça leur faisait finalement une saison à la carte. Et on peut dire aujourd'hui pareil pour Israël et Lotto. Ils ont une saison complètement à la carte. Là où justement, on disait tout à l'heure que il y a des équipes pour le tour, elles sont obligées d'aller se taper l'alerte en Australie ou aux UAE. Enfin bon, elles ont quelques dérogations. On pense notamment par exemple à Groupama qui va pas aux Émirats. Parce que, là, c'est aussi les courses depuis 2017, la participation n'est pas obligatoire. Voilà. C'est aussi cet élément-là. Et justement, enfin voilà, ça fait des équipes qu'aujourd'hui un peu plus à World Tour à la carte, qui est plus arrangeant à certains moments. Donc autant qu'à faire, autant assumer, autant mettre 22 équipes. D'autant que si ça garantit l'accès à toutes les courses les plus prestigieuses, ça amène des sponsors. Après, reste à trouver l'équilibre entre avoir accès à toutes les courses, du coup amener des sponsors, et en même temps à pas léser les autres équipes pour lesquelles les plus petites équipes, qui aient toujours accès aussi à des grandes courses, pour que les sponsors ne les fuient pas. Enfin, ce serait quand même con que une politique comme État, il n'y a plus personne qui va y investir dedans parce que elle va jamais au Giro. Enfin, voilà, si elle peut plus aller au Giro, comment elle fait? Pareil pour d'autres, même Euskaltel. Là, c'est un miracle qui s'est pu être sélectionné à la Vuelta. Après, pour le coup, c'est aussi parce que les organisateurs de la Vuelta, il me semble, font tourner les invitations. L'année dernière, c'était Cararual et Burgos BH. Cette année, ça sera Euskaltel et Kern Pharma. Ouais, voilà. Mais en vrai, est-ce que le Vuelta serait pas mieux si tu enlèves, je sais pas, mon Intermarché ou Anti et une autre équipe et t'invites les 4 Conti espagnols? Non. J'ai entendu un nom d'Alex? Est-ce qu'elle serait pire? Et Louis Mentis, déjà. Non, mais c'est très con. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que les équipes, aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, Geoffrey, elles sont moins typées, elles sont beaucoup plus variées. Après, peut-être que du coup, s'il y avait un changement de calendrier, s'il y avait un changement de fonctionnement du World Tour, elles se spécialiseraient davantage, ou se respécialiseraient. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les équipes ont des intérêts partout. Mais surtout, je pense que tu demandes à ces coureurs-là qui participent à la Vuelta, même si on se moque un peu de la Vuelta en disant c'est pas un vrai grand tour, blablabla, ouais, c'est pas un vrai grand tour, certes, mais tu demandes à 90% des mecs qui sont alignés par, je sais pas, par Intermarché ou Anti ou je sais pas quoi, tu leur dis est-ce que tu préfères être ici ou au Grand Prix de Fourmi ou je sais pas moi. Au Grand Prix de la ville de Mons ou je sais pas où, ils te diront je préfère être sur la Vuelta parce que je peux gagner de l'expérience sur une course de 3 semaines parce que j'ai plus ma carte là où je l'aurais pas forcément sur d'autres courses, même en Conti. Oui, il y a peut-être il y a aussi un côté où ça me semblerait compliqué à mettre en place de dire aux équipes bon ben maintenant vous allez participer vous allez devoir faire des choix et certaines des grandes courses que vous pouviez faire par le passé, on décide que vous pouvez plus toutes les faire. Ça peut être compliqué à faire accepter aux équipes aussi. Mais surtout sur des étapes, sur les grands tours où je pense que comme les grands tours, comme les monuments,
c'est des équipes où quand tu es en World Tour, ou quand tu as ta place réservée dessus, et c'est surtout sur ces événements-là que tu as vraiment envie d'être, parce que c'est les événements qui sont les plus prestigieux, les plus médiatisés, et même si tu envoies des peintres dessus, enfin, tu as envie d'être là parce que tu as payé pour ta place, quoi. Donc, je vois pas l'intérêt de dire maintenant vous devez faire un choix entre X course et Y course. Surtout, non, mais le problème, c'est pas spécialement la participation des équipes World Tour aux courses de plus haut niveau, c'est le fait qu'ils soient obligés de faire toutes les autres courses du début d'année à la fin. Il y a plusieurs équipes qui se passeraient très bien de faire l'aller-retour au Québec ou en Chine ou en Australie. Mais il y en a aussi qui n'ont pas beaucoup de Flandriens et qui se passeraient bien de faire toute la flopée de courses à La Panne, à Ralbeke, à Wevelgem, enfin. Après, est-ce que c'est pas aussi justement le problème qu'on prend à l'inverse pour dire aux organisateurs des courses, vous avez le label World Tour, mais en échange, on fait en sorte que toutes les équipes vont venir sur votre course. Alors, c'est le truc des courses qui sont moins grosses, c'est-à-dire E3, etc. C'est pour ça que je militais sur un classement World Tour et un classement Champions Tour, ou un classement World Tour avec, disons, les 15 courses les plus prestigieuses, où la participation des écuries World Tour serait obligatoire, où tu peux pas faire l'impasse dessus. Et un Champions Tour avec les compétitions moindres, on va dire, donc les Grands Prix canadiens, les plus petites, le Tour Down Under, etc., où la participation serait garantie, mais pas obligatoire. C'est-à-dire où tu peux faire l'impasse dessus, mais il faut dire à une certaine date, voilà, je serai sur la course, je ne serai pas sur la course, et comme ça, l'organisateur peut inviter des équipes en plus s'il le souhaite. Ce qui peut même se faire très tôt dans l'année, hein. L'équipe peut faire le choix dès le début de l'année d'annoncer. Mais moi, c'est ce truc-là, l'invitation automatique et obligatoire de toutes les équipes, enfin pas l'invitation automatique, pardon, mais l'invitation obligatoire pose problème. Pour moi, elle ne pose pas problème sur les courses les plus prestigieuses. Oui, mais c'est sur toute l'année. Franchement, Alpecin, est-ce que dans la gestion générale du calendrier, ils n'étaient pas spécialement plus tranquilles quand ils étaient pro-team invités partout? Est-ce qu'une équipe comme Arkea serait pas plus tranquille en se disant on peut aller partout, on choisit celle qu'on fait? Oui, ou même on le voit avec l'Auto Destiny qui dit on fait pas le Giro parce qu'on a beaucoup de courses en Belgique qui se déroulent au même moment et c'est pas notre objectif et pas d'aller sur le Giro, on aurait moins à y gagner. S'ils veulent y aller, ils peuvent, mais il n'y a rien qui leur oblige à y aller. Et ça permettrait aussi à l'organisation générale de voir comment les équipes estiment les courses, à la fois sur l'intérêt dans le calendrier, sur l'intérêt sportif et sur la qualité de l'organisation. Des équipes qui ne veulent pas aller quelque part, c'est très révélateur sur l'état de santé de la course. Mmh. Et il y a actuellement beaucoup de courses en Pro Series qui souffrent un peu de la situation d'organisation, vu qu'il y a entre les plus basses World Tour et les meilleures Pro Series à travers le monde. Hein. Là, je ne parle pas juste pour dire Grand Prix de Fourmies, 4 jours de Dunkerque. Il y a un gap qui paraît monumental en termes de facilité d'organisation juste à cause de cette invitation automatique des équipes pour le Tour, cette invitation obligatoire des équipes pour le Tour à toutes les courses pour le Tour. Un dernier point aussi qui concerne aussi justement les équipes par rapport un peu à l'avenir, au futur du World Tour qui me semblait important d'évoquer, c'est le sujet du modèle économique des équipes. Alors bien évidemment ça dépasse la question de simplement les équipes World Tour, hein, c'est le modèle économique de tout le cyclisme dans sa globalité pour les équipes. Mais j'avais envie qu'on en parle un petit peu, même si on arrive déjà assez avancé dans ce podcast, mais parce que c'est une question, c'est un sujet qui revient pas mal en ce moment, avec justement les équipes qui veulent trouver des nouvelles sources de revenus, alors qu'elles ont des dépenses qui sont de plus en plus importantes. On a entendu parler ces derniers mois d'un projet nommé One Cycling pour l'instant, porté par quelques équipes comme Ineos ou Visma Lease the Bike, avec l'appui du fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, avec environ 250 millions de dollars à la clé. Mais c'est un projet qui n'incluait pas, en tout cas, ni ASO ni RCS, les deux principaux organisateurs de courses World Tour. Et d'ailleurs, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, s'est opposé à ce projet, déclarant notamment
Chaque fois que le cyclisme a tenté de se transformer uniquement avec l'argent, ça a échoué. Alors, la question générale Il autour de aurait ça, pu dire c'est... sauf le Tour de France. La question générale autour de ça, ça serait quelle solution le World Tour pourrait trouver pour proposer aux équipes un meilleur modèle économique qui leur soit plus favorable pour avoir un budget plus tranquille et être plus sereine. On parle des Arrêter équipes de très dépenser haut des niveau. fortunes sur les coureurs qui en valent pas la peine. En gros, tu veux demander aux équipes de dépenser moins? Ouais, ce serait un bon début. Ta question, De claquer des 2 millions de salaire d'un mec qui finit à 5 minutes sur un chrono sur Tour de Rwanda, par exemple. Oui, mais ça, après, il n'y a pas que la question sportive qui rentre en compte. Hein, si tu prends l'exemple Mais- de Christopher Froome, Mathieu, ta question sur l'état de santé des équipes, tu parles des équipes World Tour ou des équipes Ouais. en général? Parce que si c'est sur les équipes World Tour, en vrai, le meilleur truc à faire, c'est de rien changer. Elles ne sont jamais aussi bien portées. en fait, le truc, c'est que je pose la question liée au World Tour parce que les équipes qui mènent ces projets, notamment le projet saoudien, c'est des équipes World Tour. Comme on Mais avait pu le voir avec Vélone par le passé, les équipes de niveau en dessous sont jamais concernées par tous ces projets de Parce- réforme. Mais, parce que c'est un la problème. question se pose de manière globale aussi. Il faut pas. C'est presque, je suis c'est d'accord avec presque un toi. Faut problème pas. de nouveaux faut- riches qui sont de plus en plus riches et qui veulent continuer à amasser de plus en plus. Mais en vrai, la pérennité financière des équipes de première division n'a jamais été aussi forte que maintenant. On n'a plus, je veux dire, l'équipe Jumbo, il y a eu tout un sketch sur est-ce qu'ils vont fusionner avec une autre, mais ils sont tenus avec une nouvelle équipe sans le moindre problème. On a plus de grosses équipes qui disparaissent comme ça d'un seul coup, alors que c'est une des meilleures équipes du monde. Alors que ça existait il y a 15 ans, dans les premières années du World Tour, c'était ultra fréquent dans toute l'histoire du cyclisme, des grosses équipes qui, le sponsor se barre, bah, du coup c'est fini. Maintenant, les Même grosses le équipes, Fever, elles n'ont aucun problème. même le Fever, il a plus de soucis avec. Enfin, ça fait un peu de temps que j'ai pas entendu parler de le Fever qui se plaint de. Oui, mais j'ai pas assez d'argent. Oui, mais C'est parce que tu es suffisamment habitué, du coup tu fais plus attention, mais on passe tous par là à un moment. non, non, mais je suis d'accord avec Geoffrey. Moi, c'est que les équipes, elles ont pas à se plaindre. Enfin, en tout cas, les équipes de World Tour. Et je pense que l'Arabie Saoudite, ça va rien apporter pour l'organisation. Les courses qui ont besoin d'argent, c'est pas le Tour de France, c'est pas les gros événements, c'est pas Milan-San Remo, c'est pas voilà, c'est plutôt le Grand Prix de Fourmies, c'est plutôt le Tour de Vendée, c'est plutôt même Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On a vu, enfin là ils sont dissociés. C'est pas possible que ce soit pour des raisons économiques non plus. Ah non, tu veux dire dissocier, faire faire une course d'un jour et une course par Une étape course d'un de jour, 2 et jours? Oui, voilà. enfin, c'est après, c'est une autre question, c'est les mêmes organisateurs, je crois que c'est juste pour être plus attractif par rapport au point UCI. Exactement. Enfin, plus attractif et du coup amener de meilleures équipes, Ah du coup oui. une meilleure course. Et voilà, enfin c'est un cercle en théorie vertueux. Et oui, non, la question au niveau de l'UCI et du World Tour, c'est pas tant pour les équipes comment elles peuvent avoir de la thune. Enfin, c'est comment mettre en valeur les équipes, comment mettre en valeur les stars et comment attirer du téléspectateur. Et ça, je pense que malheureusement, ça passe pas trop par l'UCI. À la limite, un meilleur marketing de leurs produits, mais ça, je sais pas comment ils pourraient faire. Mais voilà, c'est pas. Un maillot pour le leader du classement World Tour, pour le numéro 1 mondial, mais il faudrait un barème qui soit beaucoup moins une usine à gaz où tu es obligé d'attendre chaque mardi pour qu'il y ait une mise à jour, tellement il y a de points qui peuvent être marqués partout, c'est le bordel. Oui, bah voilà, c'est ça. Bah, après, un maillot distinctif de plus, les équipes, on sait qu'elles aiment bien avoir leur sponsor en gros. Donc bon, est-ce que c'est la solution? Je sais pas, mais. Regarde, c'est ce qui se passait dans les premières années du Pro Tour, c'est ce qui se passe côté féminin, où globalement, l'idée générale maintenant, c'est en fait, tu as le même maillot que ton équipe, c'est juste que tu le fais d'une couleur différente. Mhm. Ah oui, oui, ok, ouais, je vois. Tu peux te retrouver à avoir un signe distinctif sans que ce soit un nouveau maillot avec des sponsors de partout et juste un petit encart avec le sponsor de l'équipe. Mais rien que pour aider sur la visibilité de tout ça, sur les courses au point qu'il y a dans tous les sens, où tu as les mecs où tu es obligé d'expliquer pendant 1 heure que lui, en fait, il roule parce que s'il finit 9e, il est content. Mais qu'ils aillent se faire foutre, tous ces mecs-là, si t'avais rien à gagner, à part si t'es dans les 3, 4, 5 premiers, à la limite, ouais, top 5 du tour, voire top 10 du tour, je veux bien le comprendre, mais avoir des gars qui font le sprint pour aller obtenir une 9e place, enfin, pour aller mettre 2 ou 3 mecs dans le top 10, dans le fond de top 10 d'une course Pro Series ou autre,
Parce qu'il faut faire ça pour monter dans l'élite, mais non, quoi. Donner des points aux vainqueurs des courses, éventuellement au podium, et qu'on n'aille pas plus loin. Peut-être sur les monuments et les grands tours, mais rien Ah que ouais, non, ça changerait la manière dont sont courus les courses, et ça changerait les coureurs qu'on voit en avant, et qu'on met en avant. Et comment tu valorises les plus petits coureurs, du coup? Les coureurs qui vont pas faire de top Bah, 5. je préfère valoriser une équipe qui se casse le cul et qui va aller gagner 5 manches de la Coupe de France qu'à une équipe qui va se vanter de faire top 10 de toutes les courses, de la moitié des courses World Tour, mais qui va jamais faire plus que top 7. Ah, mais ça, je comprends bien. Mais dans ces cas-là, une équipe qui a pas les moyens de faire top 5 et qui se démène, machin, comment elle va faire pour avoir de meilleurs résultats? Bah, c'est des équipes continentales qui se battent pour exister déjà, c'est déjà une réalité actuelle. Mais ça fait que tu te retrouves à ne pas être obligé d'entasser toutes les équipes partout sur toutes les courses. Tu vas choisir les courses parce que tu vas choisir celles sur lesquelles tu peux gagner. Ce qui fait que ça laisse de la place à d'autres équipes pour exister par d'autres prix. Gagner une course, alors je parle là pour le classement UCI, mais pour beaucoup d'équipes, et je parle de petites équipes, briller sur une course, c'est pas juste gagner la course, ça peut être gagner un classement annexe, ça peut être On va dire pour toi, Geoffrey, pour revenir au sujet de ce dernier thème qui était un peu le modèle économique, pour toi, le meilleur moyen de favoriser les équipes sur ce plan-là, ça serait de essayer de remettre en valeur la victoire, l'aspect sportif au bout du compte. Ah, bah, même un coureur qu'on vend pour son panache et tout ça, avait comme tatouage Solo la Vittoria è bella. Donc, bon. Mais oui, en effet. Et C'est pourtant, pas... j'étais pas spécialement fan de ce coureur. Un élément parce que, alors, il y a eu, je pense que la question de l'argent, du modèle économique, qui d'ailleurs est uniquement traité par les équipes, pour les équipes, aussi, enfin, en tout cas, de l'impression que j'en ai, des infos qui en ressortent. Il y a aussi tout un sujet autour des droits télé. Les équipes veulent toucher davantage d'argent de la part des organisateurs de courses. L'UCI propose de faire, par exemple, envisage de créer une société commerciale pour vendre les droits télé, voilà, ou aussi de mutualiser des droits télé pour faire plus de droits télé qui pourraient ainsi revenir davantage aux équipes. Est-ce que les droits télé, c'est une manne qui pourrait servir davantage aux équipes pour vous? Sauf que c'est aussi des choses qui reviennent aux organisateurs. Et encore une fois, même chez ASO, hein, Paris-Nice, c'est pas rentable, le Dauphiné est pas rentable. Donc, ils récupèrent du pognon par rapport au Tour de France, mais c'est tout. Même sur un niveau plus bas, euh, les organisateurs sont contents bah, si le résultat financier du bilan d'une année sur l'autre est dans le positif, c'est déjà un exploit. Réussir à rester à zéro, c'est déjà hyper difficile. Alors, si en plus on retire le peu qu'ont les organisations, ça pose problème. À la limite, on pourrait dire, ouais, bah, le Tour de France, il redistribue un peu, sauf que on sait très bien comment ça va se passer pour le Tour de France ou Flanders Classic ou les autres. Si on dit au Tour de France, aux organisateurs du Tour de France ou du Giro, bah, vous redistribuez un peu le pognon que vous avez, sinon vous n'êtes plus World Tour, ils vont dire, bah ok, on n'est plus World Tour. Oui, c'est compliqué un peu un autre point qu'on évoquait tout à l'heure, c'est compliqué de forcer la main aux organisateurs de courses. Bah, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est impossible. Si on va dire à Christian Prudhomme, bon, bah alors tu donnes la moitié du pognon ou même juste 25% du pognon que tu récupères par la télé sur le tour pour les équipes, pour l'UCI, pour machin, pour machin, pour machin, je veux dire, en fait, le tour par équipe nationale, c'est pas mal. Ou il va faire ce qu'il avait proposé il y a quelques années, c'est-à-dire, bon, bah, je m'inscris en Pro Series, comme ça je suis pas dans le World Tour. Ainsi, je pourrais inviter les équipes continentales françaises, type Saint-Michel-Aubert, Roubaix. Ils seront vachement contents de faire une course sur 3 semaines. Oui, ou alors Samuel peut-être Lowe, vainqueur d'une étape sur le Tour. Ça va être beau. qu'il y a le risque aussi de dire bon bah ok, soit je vous laisse une partie de l'argent, mais par contre à côté on oublie Paris-Nice et on le fait plus. Bah, sachant que le Tour de Picardie a disparu quand ASO a arrêté de le financer. Si on remonte quelques années avant, le Grand Prix des Nations, le Grand Prix du Midi qu'ils avaient repris, la Classique des Alpes, il y a beaucoup d'épreuves historiques qui disparaissent. Et pas que Et des épreuves d'IASO, hein, paradoxalement, on va préciser, ouais, ouais, c'est un problème mais qui est lié partout. Et... j'évoque pour ASO, on pourrait citer des épreuves en Italie, hein, le Tour du Latium Ah oui, ou bien autre. sûr. Et le cyclisme survit tout à fait à la disparition de certaines courses, même importantes. Mhm. Alex,
fait un petit moment qu'on t'a pas trop entendu. Qu'est-ce que tu en penserais, toi, de ce sujet des droits télé qui est pas mal mis sur la table de la part des équipes un peu moteurs dans tous ces nouveaux projets, comme il y a eu Vélon par le passé, là, le projet saoudien? J'avoue que j'y connais rien du tout en termes de droits de TV. En gros, j'y comprends pas grand-chose, donc je m'évite de me prononcer sur le sujet. Je dirais que ce serait mieux si les droits télé seraient répartis équitablement entre chaque équipe qui participe. Mais voilà. Rien d'autre à ajouter dessus parce que je sais pas trop comment ça fonctionne. Surtout qu'à ce point-là, j'aimerais rajouter, les organisateurs de courses ne reversent pas de pognon sur le droit télé, mais ils coûtent indirectement aux organisateurs, déjà par la partie logement, hôtel et tout ça, mais aussi sur un droit de participation. Il y a un droit de participation minimal que doivent verser les organisateurs aux équipes, et dès qu'on s'éloigne du World Tour où il y a une participation obligatoire, les équipes financent leurs venus. Si une équipe est présente dans une course au niveau continental et je dis au plus large, donc ça inclut même les grosses courses des Pro Series, mais de fait, je n'ai pas de certitude là-dessus, mais je présuppose énormément là-dessus pour les World Tour non obligatoires, les équipes demandent à être payées pour venir. Non, ils ne viennent pas. Et certaines équipes, on évoquait le cas de Patrick Lefebvre qui aime bien mettre en avant qu'il n'y a pas de pognon, on va dire, ne sont pas parmi les plus généreuses sur le droit de participation qu'ils demandent, indépendamment des coureurs qui sont présents, parce que si on veut faire venir l'équipe, ça coûte du pognon. Si on veut faire venir quelques coureurs, les équipes demandent une rallonge pour que le coureur soit présent. Ça reste une réalité qui semble rappeler juste le temps des critériums, mais c'est quelque chose qui existe toujours. Même au World Tour, hein. Même au World Tour, RCS. Même au World Tour, probablement allongé pour Morgan, hein. Oui, on avait l'exemple de Christopher Froome qui n'est pas allé gratuitement faire le Tour d'Italie 2018 qui partait d'Israël. Alors, ça, c'était pas RCS directement qui avait mis les 2 millions, je crois, le chiffre qui était avancé. Mais quand même. Les équipes récupèrent déjà du pognon comme ça par la vente de leur équipe, la vente... de la présence de leur équipe. De la vente médiatique de leur équipe, de leurs coureurs. Donc, voilà quoi. Ils récupèrent du pognon de partout. Encore une fois, les équipes World Tour ne sont absolument pas à plaindre financièrement. Mais surtout, en fait, j'ai l'impression que ceux qui se plaignent le plus sont ceux qui en engrangent le plus. Oui. C'est toujours tu regardes, c'est comme des Soudal, c'est des Jumbo, c'est des Borat. C'est là, putain, mec, tu viens de signer un truc avec Red Bull pour je sais pas combien de pouces. Qu'est-ce que tu viens de raconter pour l'ambiance ? Bora se plaint. J'ai vu des articles qui passaient qui se plaignaient pas mal. En tout cas, Bora fait partie des équipes qui sont présentes dans tous ces projets pour essayer de concevoir un nouveau modèle sur le cyclisme et tout, etc. Et pour finir, à propos de pognon, d'argent un peu, j'avais noté une suggestion de Ralph Denk, justement le patron de l'équipe Bora-Hansgrohe, qui lui propose pour s'ouvrir de nouvelles mannes financières de faire payer l'accès à certaines parties des courses. Il avait dit dans une conférence des organisateurs du Tour d'Autriche, il avait dit plutôt que de passer par 4 cols puis l'Alpe d'Huez, passons par 3 cols puis 2 fois l'Alpe d'Huez. Les 3 premiers sont gratuits et à l'Alpe d'Huez où la course se jouera, ça coûtera quelque chose. Est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant de faire payer l'accès à certaines parties de la course? Il veut mettre des DLC IRL, sérieux, c'est quoi ce qui existe déjà. Et concrètement, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est pas le cyclisme. Ça existe déjà. Hein. Alors oui, après, on va préciser qu'il y a... oui, alors en effet, il y a certaines... on a l'exemple, je crois, c'est du Grand Prix de Morbihan qui va faire l'accès à la zone d'arrivée, un accès payant. Mais pour le coup, c'est pour faire en sorte que la course subsiste, pas faire en sorte d'obtenir de nouvelles ressources financières dont les équipes pourraient profiter. Sur les derniers championnats de France, ça a failli être organisé parce qu'il y avait des doutes sur la pérennité financière de l'organisation. Ça s'est pas fait finalement, mais sur les classiques flamandes, c'est ce qui se fait à certains endroits où les quelques temps de VIP... où il y a des places dans certaines d'entre elles qui se comptent en milliers d'euros.
c'est déjà une réalité pour certains endroits. Autant les places VIP, ça va, c'est genre l'espace Isoar ou sur le tour, ou je sais pas quoi, où Les t'as espaces VIP sur le tour, clairement, ce ne sont pas des individus qui payent, mais ce sont des sociétés qui payent pour être présents. C'est déjà une réalité du cyclisme actuel et sur toutes les courses. C'est pas. C'est pas gênant, c'est pas réduire l'accès aux gens. Parce que là, concrètement, l'idée de Ravensdeck. Sur le tour, aller sur le Tour des Flandres, c'est déjà une réalité. Il y a des parties de Quarmont où on ne peut pas être. On a le choix que d'un seul des deux côtés de la route. Oui, mais voilà, mais ça reste un côté de la route. C'est pas, ils n'ont pas privatisé un espace public. Enfin, ils n'ont pas privatisé l'entièreté de l'espace public. Ouais, c'est ça. Il y a certains endroits de Mons, ça l'est déjà. Il n'y a pas tout un col qui est interdit au public à moins que tu payes. Enfin, ça n'a aucun intérêt. T'as mis un espace VIP juste devant la ligne d'arrivée, comme ça t'es mieux placé pour voir les coureurs. Généralement t'es en hauteur, il y a des boissons et tout. Enfin, ça va, c'est pas la mort. En gros, j'ai envie de dire, Titouan, Alex, si on va un peu moins loin que ce qu'imagine Ravensdeck, mais je sais pas, on va dire, si on prend l'exemple de l'Alpe d'Huez, je sais pas, on privatise un virage ou la dernière ligne droite, là ça peut vous sembler une bonne idée? Pas sûr. Non, parce que je suis pas sûr que ça rapporte assez. Sur l'Alpe d'Huez, si tu le fais sur un virage, les mecs vont être au virage d'en dessous ou d'au-dessus, donc ça décale le problème. Et de toute façon, j'imagine bien la logistique pour aller voir les mecs et aller bloquer un truc comme ça. Quand on voit déjà les quelques endroits où ils essayent de faire des routes sans spectateurs, on voit, t'as des flics tous les 15 mètres pour vérifier qu'il n'y a personne, mais t'as quand même du monde qui arrive à se faufiler de partout à travers la montagne. Mais c'est surtout idiot parce que logistiquement faisable. Le cyclisme, c'est surtout un sport où tu as envie d'avoir de l'engouement sur le bord de les routes, parce que si tu fais que les gens... Un gros truc du cyclisme, c'est que les gens payent pas pour venir regarder. Ils vont juste sur le bord de la route, ils payent leur essence quoi, pour venir en voiture s'ils sont un peu loin, mais c'est tout. Enfin, c'est ça qui est beau dans le cyclisme, c'est que t'as pas besoin de payer autrement que juste en te déplaçant pour venir. T'as pas besoin de payer ta place le long d'un col pour aller voir les coureurs. T'as pas besoin de ça. Et en plus, qui va payer cher en plus pour voir des coureurs passer? Allez, au total, on va dire, même si c'est un endroit où ils passent 3 fois comme un circuit, ils vont les voir quoi? Au total, 5-10 minutes. Qui va payer pour voir 5-10 minutes de sport en direct? Ça n'a aucun sens. Les matchs de foot, enfin les matchs dans les stades ou quoi, ça a du sens parce que ça dure longtemps, ça dure plus d'1 heure. Là, le cyclisme, c'est pas un sport fait pour que tu aies à payer pour être sur la course. Et que tu payes pour le regarder à la télé, ça me semble pas déconnant quand tu es passionné. Et en fait, pour moi, c'est détruire l'essence de ce sport qui est un sport populaire où tu passes un moment sur la route avec ta famille, tes amis, parce que c'est un moment convivial, parce qu'il y a des Hollandais bourrés, et tu payes de ta présence, déjà tu attends 5, 6, 7 heures pour aller voir passer 5 minutes. Et la comparaison peut même pas se faire avec d'autres cyclismes où tu as des places payantes, parce que typiquement quand tu vas dans un vélodrome, tu payes, mais tu as 3 heures de sport. Oui, c'est une zone fermée, on assiste à davantage. Sur un cyclocross, c'est rare les circuits où quand tu te mets à un endroit, tu vois pas au moins 2 ou 3 autres endroits du circuit, et les coureurs passent 6, 7, 8 fois, et tu as 2 courses élites si tu comptes la course féminine, tu courses des courses de jeunes, enfin tu t'enchaînes des trucs toute la journée, donc c'est pas non plus dans la même idée, quoi. Pour finir un peu sur, avant de clôturer, est-ce que il y aurait une idée qui vous semblerait peut-être intéressante à mettre en place pour permettre aux équipes d'avoir un peu plus d'assurance financière et pas que en World Tour? Si on voit avec les super teams, sérieux, enfin arrêtez de stacker les salaires horribles comme ça, et puis franchement il y aura plus une meilleure rentrée financière. C'est vrai que justement j'avais noté un point, alors on n'aura pas le temps de beaucoup en parler, mais dans l'agenda 2030 de l'UCI, j'ai vu qu'il y avait notamment marqué le point étudier la possibilité d'encadrer le budget des équipes. Ça irait un peu dans ton sens, Alex? Plus que le budget, un salary cap qu'il faudrait. Alex, je sais pas si c'est ça que t'entendais toi. Plus ou moins. En gros, je vais faire la comparaison avec un sport qui me tient à peu près à cœur, c'est l'e-sport. Enfin, un sport entre guillemets. Hein. C'est l'e-sport où il y a eu une bulle financière avec des salaires qui ont enflé énormément à cause de la venue d'équipes qui étaient backées par des gros fonds financiers. Ce qui fait qu'il y a eu une bulle où les salaires ont augmenté, si bien qu'à un moment, les plus petites équipes n'ont pas pu suivre
les salaires des grosses équipes, ce qui faisait, c'est que tu avais un énorme écart de niveau et des équipes au top qui disaient ah ouais, mais on dépense énormément sur ces salaires-là, qu'ils avaient eux-mêmes créés à la base, en faisant monter les enchères, ce qui fait que la bulle a pété à un moment et que maintenant les salaires sont redescendus à des niveaux entre guillemets acceptables. Et j'ai un peu peur que ce soit la même chose dans le vélo, où va y avoir cette course à l'armement avec des équipes qui sont backées par de gros sponsors qui vont pouvoir mettre des trucs assez énormes en termes de salaire sur des coureurs qui en valent pas vraiment la peine, valent pas vraiment des énormes contrats, ce qui fait que les salaires vont augmenter, qu'il va y avoir une course à payer plus, et forcément ça va rapporter moins. Mais du coup, ces équipes-là auront investi des sommes faramineuses de dire ah ouais, mais maintenant on en veut plus parce qu'on dépense plus. Bah ouais, mais vous n'aviez pas qu'à artificiellement monter les prix et ces salaires d'une part parce que vous vouliez vraiment ce coureur-là. Et du coup, je pense que ouais, je suis plutôt d'accord avec Titon qu'il faut soit instaurer un salary cap. Après, je suis pas sûr que ça fonctionne parce que les salary cap, ça n'a pas tellement marché. Après, aussi, Peut-être un point, en c'est que NBA. tous les trucs de salary cap, aussi budget capé, ça marche généralement parce qu'on est dans les mêmes conditions financières, etc. Si on regarde, si on oblige, je sais pas, Groupama FDJ et Visma Lease a Bike à avoir le même budget, bah forcément Visma pourra davantage en profiter je pense vis-à-vis des qu'en taxes fait, par rapport à Groupama il Tu FDJ peux en même France. faudrait comparer à des interdire. équipes qui sont à Bahreïn ou aux Émirats. Hein. Là, pour le coup, niveau taxe. Oui, tout à fait, voilà, mais c'est pour donner deux Mais surtout, exemples. là, en fait, un autre problème de salary cap, c'est que les équipes vont toujours trouver le moyen de les contourner. C'est-à-dire que, par exemple, je vois en NBA, tu as un salary cap. Ouais, tu as un salary cap, mais il sert à rien parce que les gens ils disent ok, voilà un contrat, c'est le maximum qu'on peut faire avec ce salary cap, mais voilà un contrat ailleurs avec une marque par laquelle on est sponsorisé par Adidas ou Nike. Et voilà un contrat qui te rapportera 5 fois plus. Ce qui se passait typiquement avec Peter Sagan, qui n'était pas payé par ses équipes, mais qui était payé par Specialized. Entre autres. Ouais. Et Ça de peut toute être une façon, solution, mais il faut le placer dans le contexte. Il faut surtout. Moi, j'aimerais pas qu'on vienne à ces équipes qui étaient la cause du problème et qui viennent ensuite se plaindre de dire ah oui, mais maintenant on a créé ce problème et on veut que vous trouviez la solution. Ouais, mais la solution, c'est vous qui avez créé le problème, quoi, les gars. Donc arrêtez de nous dire ouais, on n'a plus de pognon alors que vous dépensez des fortunes sur des salaires faramineux qui ont contribué à faire que les salaires continuent d'augmenter alors qu'ils n'ont pas vraiment lieu d'augmenter autant. Geoffrey, un dernier mot avant de finir? ouais, alors Mathieu, c'est plus pour ta santé mentale. Regardez les projets de l'UCI qui sont systématiquement pour 6, 8, 10 ans. Oui, il faudra bien voir si en 2030, combien C'est- de coches ont été casés. on est Couchés. un petit peu sur se plonger dans le terrier du lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, quoi. Ne t'en fais pas, je vais faire attention. Je vais faire attention. Puis on va se concentrer sur les courses aussi. On évoquera les courses, on se concentrera sur les courses, on regardera les courses. Ça sera déjà un peu plus joyeux forcément. Voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. On avait beaucoup de choses à dire et encore le débat aurait pu partir encore sur plein d'autres sujets. Mais voilà, on a choisi de se concentrer sur ça, l'aspect du World Tour, ses possibles évolutions, avec justement les possibles changements qu'il pourrait y avoir pour 2026. Bref, il faudra encore attendre 2026. C'est loin, on est seulement au début des nouvelles durées des licences World Tour. En tout cas, Titouan, Alex et Geoffrey, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast et d'avoir participé à ce débat fort intéressant. Et puis pour le prochain podcast Chasse-Patate, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va reparler des courses, ne vous en faites pas, puisqu'on aura Paris-Nice et Tirreno Adriatico. Ça sera un peu l'occasion de présenter ces deux principales courses du début de saison, deux principales courses par étape en tout cas. Et donc en attendant le prochain podcast Chasse-Patate, eh bien vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Threads et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate.